Salut à tous, bienvenue sur Autoplus pour un 4e live avec les journalistes de la rédaction. Et cette semaine, ce n'est pas qu'un journaliste, c'est carrément le rédacteur en chef du magazine que l'on accueille, Nicolas Bernard. Bonjour. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Alors avant d'entrer dans le vif de cet entretien, la petite martingale habituelle, je vous rappelle que c'est toujours bien si vous aimez notre page, si vous likez, comme ça vous permet de rejoindre la communauté Autoplus et d'être alerté de nos derniers JT, du fil d'actualité en temps réel et bien sûr d'avoir les nouveautés, les nouveaux lives, d'être alerté sur les nouveaux lives. Comme à chaque live, j'en perds mon latin, mais c'est pas grave, ça va revenir, c'est le stress. Je suis désolée. Donc voilà, la semaine prochaine, on vous retrouvera tous avec, comment s'appelle-t-il J'ai mangé son prénom, Jérôme Fombelle. Voilà, avec qui nous ferons un spécial voiture de collection, comment bien la choisir. Voilà, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, notre star, c'est donc Nicolas Bernard, le rédacteur en chef d'Autoplus. Et Nicolas, j'ai une première question. On a passé près de 2 mois confinés, donc sans parc presse de constructeurs ouvert, avec des nouveautés qui n'ont pas été présentées physiquement aux journalistes de la rédaction. Et pourtant, le journal est sorti toutes les semaines. Alors comment vous avez réussi à ce tour de force ? Alors heureusement, un hebdomadaire, c'est un journal donc, qui sort toutes les semaines et donc qui se prépare longtemps en avance. Et puis on a réussi à savoir... Tout du moins, on s'est douté qu'une semaine avant l'annonce du confinement, qui était le lundi 16 mars, une semaine avant, on a vu ce qui se passait chez nos voisins italiens. On avait compris qu'on avait à peu près 10 jours de retard sur nos voisins italiens. Donc, on se doutait que le confinement allait arriver. On avait déjà pas mal de voitures qui étaient au garage à Autoplus. On était notamment en train de monter un spécial match entre Capture et 2008. On avait quelques autres voitures et là, on s'est dit vite, il faut très vite mettre des articles en boîte. Alors, pour rien vous cacher, sur un hebdo comme ça, sur les essais, on essaye d'organiser en général 2-3 semaines à l'avance nos essais. Donc là, la semaine juste avant l'annonce du confinement, on a mis un maximum d'essais en boîte. Donc, on a fait tout ce qu'on avait à faire sur les 2008 et Capture. Ford venait de nous donner un Puma qui était vraiment une nouveauté. Volkswagen nous avait donné une Golf. Donc on avait pas mal de voitures en stock et on a mis un maximum d'essais en boîte, tant et si bien qu'on a réussi à organiser suffisamment d'essais pour tenir ce qu'on pensait à peu près pour un mois de magazine, soit 4 numéros. On ne savait pas si ça allait durer plus, on avait un peu la crainte que ça dure plus, mais on avait de quoi tenir à peu près un mois. Comment ça s'est passé finalement pour les équipes parce que là, quand vous parlez de sujets que vous avez préparés, c'est-à-dire que les rédacteurs sont venus, se sont déplacés et ont essayé les voitures, les photographes les ont shootées et ensuite tout le monde est parti chez lui écrire son petit sujet. Alors tout ce qu'on a pu faire avant le confinement, encore une fois, on se doutait qu'aux alentours de la première semaine, donc ça a été annoncé un lundi soir, on se doutait que cette semaine-là, le confinement serait annoncé. Donc la semaine précédente, on a mis un max d'essais en boîte. Ça a un petit peu débordé, mais l'avantage, c'est qu'on a notre base de Montlhéry, dont on parle très souvent dans nos papiers. C'est un autodrome qui fait des kilomètres et des kilomètres carrés, dans lequel, évidemment, les normes de sécurité sanitaire sont largement respectées, puisqu'il n'y a pas plus d'une personne à peu près par kilomètre carré, pour vous avouer. Donc, tout ce qui a débordé, en fait, on a pu le faire sur l'autodrome de Montlhéry, avec des photographes, des essayeurs qui venaient essayer sur le circuit les voitures en question. Je pense qu'on avait mis à peu près, je dirais, les 2/3 des essais qu'on avait à faire, on les avait mis en boîte. Donc on avait fait photos, essais et mesures avant le début du confinement. Et ensuite, on a un petit peu poussé sur la semaine d'après, ce qui n'était pas un problème, encore une fois, puisque on avait notre base de Montlhéry qui posait aucun problème en termes de sécurité sanitaire. Donc ça a un petit peu débordé, mais nous, on avait notre programme pour un mois. On parle beaucoup des essais parce que c'est quand même le cœur du magazine, mais sur la partie des nouveautés, ne pas avoir eu de salon de Genève en amont pour mettre en boîte de nombreux modèles, comment ça s'est passé pour cette partie-là ? Comment ont fait les rédacteurs ? Alors là, c'était assez incroyable parce que c'était une catastrophe aussi bien. Alors, quand je dis une catastrophe, attention, hein, c'est rien par rapport à tous ceux qui ont eu des véritables problèmes, hein, je pense aux soignants, je pense au personnel qui sont là pour faire le ménage, je pense aux livreurs,
etc. Je pense aux restaurateurs qui ont des vrais soucis de business. Nous, ça a été une catastrophe dans le sens où le cœur de notre business, en l'occurrence, sortir des nouveautés, faire des articles sur une nouvelle voiture, était vraiment au point mort. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que c'était exactement la même chose pour les constructeurs. Donc, en fait, beaucoup d'entre eux ont commencé à proposer un truc qu'on n'avait à peu près jamais vu, c'est-à-dire au lieu de montrer physiquement les voitures, ils faisaient des webconférences, un peu comme on est en train de faire ici, finalement. Et ils nous montraient la voiture et on voyait le designer qui était en train de nous parler de sa voiture, etc. Avec des rendez-vous qui étaient pris, avec parfois un certain nombre de journalistes. Donc, il fallait appuyer sur un bouton pour avoir le droit de poser une question. C'était un truc complètement ubuesque, mais bon an, mal an, on l'a fait. Et puis, les constructeurs ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'eux aussi avaient envie de parler de leur voiture. Beaucoup de sujets étaient retardés, mais ils avaient envie de nous envoyer des photos. Donc, on a continué à avoir des photos. Et puis, Agnès Lasbarère et Stéphane Martin, qui sont nos spécialistes des nouveautés, ont continué à avoir des infos qui arrivaient petit à petit, quoi. La réflexion du col de chemise, c'est ça que quelqu'un a vu, non? C'est parce que c'est assez amusant. Vous remettez votre chemise et quelqu'un fait la réflexion sur le col de chemise. Voilà, pardon. Petite parenthèse. C'est peut-être mon micro qui marche pas bien. Non, sur la partie nouveauté, d'accord. Est-ce que vous avez eu des inquiétudes quand le gouvernement a annoncé, a fait son énorme conférence de presse qui allait annoncer la fin ou justement une prolongation du confinement? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Mince, comment on va faire pour mettre en boîte d'autres sujets? Alors là aussi, il y a eu des questions qu'on a pu se poser. En toute franchise, quand on fait un hebdomadaire, donc un journal qui sort toutes les semaines, on commence à voir le temps qui s'allonge, le confinement qui continue, etc. On s'est dit, on va pas s'en sortir. Et puis après, on a réfléchi à un truc qui est tout bête, mais Autoplus a 32 ans, 33 ans d'existence maintenant. Il sort 52 fois par an, c'est-à-dire chaque semaine de l'année. Et ça n'a jamais eu la moindre exception. Et on s'est dit, c'est pas nous qui allons commencer à faire des exceptions. C'était pas possible. Et puis, on a aussi pensé à tous nos abonnés. On s'est dit, même si toutefois les acheteurs de kiosques peuvent plus nous trouver, mince, on a un peu plus de 100 000 abonnés, on doit les servir. On ne peut pas les lâcher à ce moment-là. Pas parce que l'info automobile est primordiale en temps de crise sanitaire, évidemment. Mais en même temps, on ne peut pas parler que de ça. On ne peut pas résumer notre vie au confinement. Et tous les Français l'ont bien compris. Donc, on se devait vraiment, nous, de faire notre boulot, de à la fois informer sur l'automobile et puis de divertir, tout simplement, de parler d'autres choses, parce qu'on ne pouvait pas parler, nous aussi, de coronavirus tout le temps. Donc, on s'est dit, on doit continuer. Donc, on a réfléchi, notamment avec Stéphane Dupré, qui est le boss des essais, avec tous les essayeurs, avec les gens qui s'occupent des nouveautés chez nous. On s'est dit qu'on devait continuer à faire un journal et puis de faire un bon journal, pas le faire pour le faire. Donc on s'est fait vraiment plein de réunions. Alors des réunions à distance, encore une fois, comme on est en train de faire ici, pour la plupart. Et puis on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on a au garage, qu'est-ce qu'on a au parking comme voiture? Et ben voilà, on a telle voiture, on va monter des matchs, on va faire des choses. On a la chance d'avoir Montlhéry, qui est notre base d'essai et qui est vraiment safe niveau sécurité sanitaire. Donc on va continuer à bosser là-bas. On va faire venir des essayeurs qui vont aller seulement là-bas et qui le reste du temps bosseront de chez eux. Et puis on va continuer à mettre des essais en boîte. On va faire ce qu'on peut, mais on va continuer à sortir un bon journal. Et c'est pas pour nous vanter, mais j'ai l'impression que sur tous les numéros qu'on a sortis pendant le confinement, franchement, ils sont de bonne tenue. Il y a vraiment plein d'infos, il y a des bons matchs. On les aurait fait en période normale, j'en aurais été aussi fier. Parfait. Et ça, par exemple, vous parlez des abonnés beaucoup, mais la mise en place, forcément, a dû en pâtir la mise en place d'Autoplus chez tous les marchands de journaux, même dans les supermarchés. Il y a forcément eu un moment donné où il y a eu moins d'exemplaires mis en place, la faute à la crise, effectivement. Mais Autoplus n'en a pas souffert pour autant. Alors, comme à peu près tous les journaux, il faut savoir que à peu près toute la presse, on a souffert d'une chose très précise, qui était l'évidence même pendant ce confinement, c'est que il y a eu 4500 points de vente qui ont fermé pendant le confinement, ce qui est à peu près logique, même si les bureaux de presse avaient encore le droit d'ouvrir, il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, donc il y avait beaucoup moins de points de presse, donc on a dû un peu réduire la voilure, mettre un peu moins d'Autoplus en vente, mais ça a été le cas à peu près pour tous nos confrères, pour absolument tous les magazines. On a réduit à peu près la mise en place de 20-30%. Mais ceux qui voulaient nous trouver, notamment dans les grandes surfaces, etc., j'ai l'impression ont pu encore nous trouver, puisque
on a été très surpris, mais on a eu franchement des ventes qui n'ont pas été mauvaises du tout. Notre grande surprise, on pensait que les gens n'arriveraient pas à nous trouver, n'arriveraient pas à sortir. Puis, je pense notamment grâce aux hypermarchés, puisque les gens continuaient de devoir aller faire leurs courses, etc. Et il y a beaucoup de grandes surfaces comme ça qui ont des points presse. Et il y avait encore des bureaux de presse qui étaient ouverts en ville, et puis ça faisait peut-être une sortie hebdomadaire quand on allait faire ses courses pour les citadins. Quoi qu'il en soit, on a encore réussi à manifestement être trouvés par nos acheteurs. Je remercie ici tous nos fidèles qui ont continué à aller acheter la presse. Ils nous ont rendu un fier service. Nous, on essayait de vraiment continuer à faire un bon canard. Et puis, ça a été vraiment gagnant-gagnant parce que de l'autre côté, on a vu notre base de fidèles qui a continué de venir nous acheter en presse. Et puis nous, bien entendu, on a pu continuer à servir nos abonnés. Une petite question pour terminer sur ce sujet confinement. Ça y est, maintenant, c'est le déconfinement. On en sort enfin. On espère ne pas y retourner. Est-ce que c'est en ce moment, cher Nicolas, que l'on va faire les meilleures affaires si, par exemple, on doit remplacer son véhicule, ou bien est-ce qu'il faut qu'on attende un petit peu? Puisqu'on sait que les véhicules en stock, là, sont de plus en plus nombreux, se sont accumulés, et donc, du coup, les constructeurs vont essayer de solder. Évidemment. Alors, on est en train de faire un sujet cette semaine pour tout vous avouer. On est en train de faire un sujet là-dessus. On fait le tour des concessions, on fait un peu le tour de France pour savoir ce qui se passe. Par téléphone, on n'est pas encore à pouvoir prendre notre voiture. On sait parfaitement, pour avoir eu de nombreux contacts au téléphone, que les constructeurs vont se mettre à solder à tour de bras. C'est une évidence pour plusieurs raisons. Ils doivent faire repartir les usines, ils doivent vider les stocks, vider les parkings. Chaque voiture stockée leur coûte de l'argent. Alors, il y a une partie des voitures qui étaient sur stock en ce moment, qui avaient déjà été vendues avant le confinement, donc attendent juste finalement d'être livrées. Il y en a une autre partie pour laquelle ce n'est pas le cas. On sait qu'ils ont vraiment besoin de faire repartir les usines, donc pour ça, il faut faire repartir les commandes. Et on sait que là-dessus, ils vont vraiment faire des offres complètement dingues. Pour le moment, ce qu'on est en train de remarquer, c'est que sur certaines voitures qui n'étaient pas du tout soldées, je vous donne une petite exclue, mais on est en train de voir que le Duster, qui en général a 2-3% de remise, parce que c'est la politique de Dacia, ils font des prix très bas, mais pas de remise. En ce moment, se négocie à moins 10, moins 15%. On a vu certaines voitures comme un Q2, un Audi Q2, qui est une voiture très à la mode, sur laquelle en général on peine à avoir 3 ou 4% avec des vendeurs un peu hautains. Là, en ce moment, il se négocie à moins 20%, et c'est que le début. Pour le moment, s'il y a un besoin, par exemple, en prévision des vacances, on ne va pas parler de celle de juillet, peut-être celle d'août, mais en prévision de vacances, on se dit qu'il y a besoin d'une voiture. Il y a déjà des bonnes affaires à réaliser. Mais le vrai pic des promos, ça va être septembre. Septembre, ça va être une folie. On a certains vendeurs qui, sous couvert d'anonymat, nous ont dit que réellement, ça serait l'année ou jamais pour acheter une voiture. Ça va être complètement dingue. C'est-à-dire que sur des voitures qui sont habituellement à peine soldées, on va avoir du moins 30, du moins 40%. Et ça commence déjà tout de suite. J'étais moins attentif parce que je lisais le commentaire de Mathieu qui me dit « Je suis fidèle lecteur depuis plus de 20 ans, mais exceptionnellement, je n'ai pas pu acheter le journal pendant le confinement. Heureusement, il y avait autoplus.fr. » Merci Mathieu. Effectivement, il y avait autoplus.fr et vous pouvez même lire le magazine en ligne sur autoplus.fr. Donc ça, c'est effectivement des nouveautés de ce confinement. Cher Nicolas, on va clore ce chapitre confinement. Ça y est, les mauvaises nouvelles, on en a terminé. On va parler plus Autoplus du journal. Encore une fois, Géraldine, c'était pas grand-chose. Oui. Pour nous, on a eu la chance de pouvoir continuer à bosser, de pouvoir continuer à faire notre activité. On a même pu continuer à faire des essais par rapport à toutes les personnes qui sont retrouvées en cessation d'activité, en chômage partiel, etc. Ces 3 fois, ça a été plus compliqué pour nous. C'est sûr que ça a été plus compliqué que le faire journal habituellement. Mais encore une fois, par rapport à la plupart de nos lecteurs, ça a été vraiment 3 fois rien. Vous reprenez, Nicolas, les rênes d'un journal. Vous êtes tout récent à la tête du magazine. Ça s'est fait au mois d'octobre, je crois, octobre dernier. Vous reprenez donc les rênes de ce magazine. Est-ce que vous le connaissiez bien avant de venir ici à la rédaction d'Autoplus? J'en avais jamais entendu parler. C'est vrai? Non, impossible. Bien entendu, non, ça faisait 12 ans déjà que je travaillais à Autoplus. Comme beaucoup d'amateurs de voitures, j'étais abonné étant jeune. C'est un canard qui m'a suivi toute ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir venir travailler ici il y a 12 ans. J'ai commencé par l'actu, puis les nouveautés, puis les essais, et j'ai eu la chance d'accéder à ce poste.
quand on commence à travailler Autoplus, c'est vraiment, on a Autoplus chevillé au corps. C'est vraiment un magazine qui vous prend au trip parce qu'il y a une vraie ligne à défendre. C'est un canard qui a une base de fidèles incroyable. Nos lecteurs sont des fidèles incroyables. Comme peu de canards, j'ai fait pas mal de presse avant. J'ai jamais vu un journal qui avait des fidèles aussi investis dans la vie d'un journal. Et quand on a la chance de prendre la tête d'un journal comme ça, voilà, on réfléchit pas, on fonce et on se donne à 100%. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis votre arrivée ou est-ce que finalement vous surfez sur l'ADN d'Autoplus qui est le même depuis 30 ans? Ah, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui sont parties, quelques personnes qui sont arrivées, puisqu'il y a eu un grand chamboulement en septembre. Pour tout vous avouer, on a changé de propriétaire. Ça n'a rien changé au journal, c'est juste des lignes comptables. Nous, on voit absolument jamais nos propriétaires, donc on a juste su que ça a changé. Voilà. Des gens sont partis, des gens sont arrivés, des gens talentueux. Il y a eu peut-être un petit rajeunissement, mais quoi qu'il en soit, la plupart des personnes qui sont là travaillent à Autoplus depuis longtemps et connaissent vraiment l'ADN du journal. Donc, en même temps, oui, ça a changé parce que les équipes ont un petit peu évolué, mais la chose qui n'a pas changé, c'est l'ADN du journal qui est exactement la même depuis 88. Combien il y a de personnes à Autoplus? Ça représente... Alors, en général, si on compte à peu près tout le monde, donc y compris tes équipes Uraldine du web, le convoyage, etc., on a à peu près une cinquantaine de personnes, dont une grosse trentaine de journalistes. C'est une grosse équipe. Pour vous donner une idée, sur les 40 ou 45 magazines du groupe, on est un des plus gros journaux, avec, je pense qu'on a une des équipes les plus complètes de tout ce groupe qui a 45 magazines. D'accord. Sur la partie équipe, on en a parlé effectivement sur le nombre de personnes, mais comment ça se passe? Comment on crée un magazine? Vous l'avez dit, vous travaillez 2 semaines à l'avance pour certains sujets, 3 semaines parfois. Je sais que certains sujets sont même faits 6 semaines à l'avance. Mais comment ça s'orchestre? Est-ce que vous avez des réunions ponctuelles tous les jours, toutes les semaines? Enfin, pour le lecteur lambda, comment ça se passe? Alors, habituellement, j'ai l'impression que ça me semble super loin parce que ça fait 2 mois qu'on est en confinement, donc j'ai presque tendance à dire que les réunions sont par téléphone, etc. Non, il faut que je me souvienne juste, il y a 2 mois, la norme. La norme, c'est qu'on a des réunions avec tous les chefs de service selon les rubriques. Les rubriques, c'est l'occasion, le pratique, les actus, les nouveautés, les essais. Et chaque rubrique vit sa vie. C'est toujours très différent. Simplement parce que, par exemple, le marché de l'occasion, c'est ce qu'on appelle un sujet froid. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de combien vaut une ancienne 308 ou comment bien négocier une ancienne 308, qu'on le fasse au mois d'avril ou au mois de mai, bon, il n'y a pas une énorme différence. En revanche, quand la nouvelle 208 arrive, pour rester sur Peugeot, on doit le faire tout de suite. Dès qu'on l'a eu, on doit faire les essais. Et il y a encore quelque chose qui est plus urgent, c'est les actualités, qui sont réalisées par François Tarin et Saïda Djerada. Les actualités, c'est même au jour le jour, quasiment à l'heure. Des fois, on boucle un sujet actualité à 1 heure avant le bouclage. C'est normal. Mais l'occasion, le pratique, c'est des choses qu'on peut boucler largement avant. Donc, pour chaque rubrique, il y a des réunions qu'on fait longtemps en amont. On lance un sommaire. En général, j'ai, sur certaines rubriques, jusqu'à 5-6 semaines de visibilité. Sur les rubriques qu'on appelle froides. Sur les rubriques telles d'actu, j'ai 2 heures de visibilité. C'est quelque chose qui se passe au fur et à mesure, bien entendu. Mais oui, on a tout le temps des réunions. Donc pour l'occasion, avec par exemple Pierre-Louis Champeau, on a des réunions assez régulières, mais on peut lancer jusqu'à 4-5 semaines parce que il va me lancer des idées de sujets. On va en parler tous les deux, voir ce qui est bien, ce qu'on peut améliorer. Et puis on va voir le sujet qui arrive, qui est en général 2-3 semaines avant le bouclage. Et puis on va essayer Des fois, ça passe comme ça parce que tout est nickel, hein, ça lui arrive aussi. D'autres fois, on essaie de l'améliorer, d'enrichir les choses. Les essais, pareil, si c'est la nouvelle Renault Clio qui arrive, et ben, si elle arrive le mercredi, on l'essaie le mercredi et le jeudi, ça doit être bouclé. En revanche, si on fait un comparatif avec, par exemple, 10, 11, 12, 13 voitures, comme on a un des derniers journaux à savoir le faire, là, c'est quelque chose qui s'organise bien avant parce que ça veut dire qu'il faut avoir 13 conducteurs, il faut ramener toutes les voitures à Montlhéry, qu'il faut les mesurer, qu'il faut les essayer, qu'il faut écrire le papier. Donc ça, en revanche, c'est un papier qui se prévoit 1 mois, quasiment 2 mois à l'avance. Il faut que quelqu'un réserve toutes les voitures, organise l'ensemble des essais. Et ça, c'est quelque chose qui se prévoit bien longtemps en amont.
Ça, c'est la mission de Christophe Alba. Je lui fais un coucou Exactement. puisqu'il nous suit sur les réseaux sociaux. Concrètement, cher Nicolas, je suis très mauvaise aujourd'hui. Je suis absolument désolée. J'en perds, je perds mon latin. Je ne sais plus ce que je veux raconter. C'est de revoir la rédaction. Oui, de revoir la rédaction. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, ma question était, mais je l'ai oubliée, c'est pas grave. On va passer à un autre sujet, je reviendrai dessus tout à l'heure. On l'a évoqué tout à l'heure, l'histoire de la base de Montlhéry, avec effectivement ces mesureurs qui se trouvent sur l'autodrome. C'est un des rares magazines Autoplus qui dispose encore de cette base et de ce terrain de mesure. Concrètement, à quoi ça sert, Nicolas ? Ça sert tout simplement à éviter de faire un essai bateau, c'est-à-dire de prendre une voiture, dire « Ah, elle était sympa » ou « Ah, elle était moins bien que l'autre » ou « Ah, je sais plus ». Bon, bref, un essai survolé. Justement, nous, c'est pas ça. L'idée, c'est de mesurer chaque voiture. On a un cycle de mesure qui est identique à chaque voiture. Et c'est ça qui est vraiment la force des essais d'Autoplus. C'est-à-dire qu'on peut comparer chaque mesure, chaque consommation, chaque performance de chaque auto, puisqu'on a un cycle qui est comparable d'une voiture à l'autre. Et donc, pour réussir à faire ça, il faut qu'on amène chaque voiture sur notre base de Montlhéry. On a là-bas des professionnels qui branchent des débitmètres qui sont précis au décilitre près, alors qu'on parle plutôt de consommation en termes de litres, qui font des mesures d'habitabilité avec un laser, qui remplissent des coffres avec des chips pour avoir après un volume exact, qui font un boulot monstre sur chacune des voitures, de manière à pouvoir comparer entre elles chaque auto. Il faut savoir qu'on passe quasiment 500 voitures par an. C'est énorme. Même moi, en y repensant, des fois, je me dis, mais c'est une folie. Et puis, je regarde la base de données et je me dis, mais ouais, c'est vraiment ça. Ça nous permet aussi, quand on reparle d'une voiture qu'on n'a pas eu depuis un petit moment, de retrouver exactement toutes les mesures qu'on avait faites. On a un tableau Excel un peu comme des banquiers, sauf que c'est des mesures automobiles. Et là-dessus, on peut retrouver presque 10 000 modèles différents. Et on peut même comparer à des voitures d'il y a 10 ans. On peut voir si ça a progressé, si c'est moins bien qu'auparavant. On peut voir toutes les rivales. C'est-à-dire que quand on dit « Ah, cette voiture-là, elle consomme 5 litres d'eau 100 km, c'est bien », on ne dit pas juste c'est bien parce qu'on pense que 5 litres d'eau, c'est chouette dans l'absolu. Non. Nous, on a regardé 15 voitures, 20 voitures qu'on a nous-mêmes mesurées. Et ça, c'est primordial. Parce que parfois, les constructeurs, même avec les nouvelles normes WLTP qui sont maintenant en cours, optimisent les voitures, font différentes choses, ce qui fait que c'est toujours délicat de comparer une voiture à une autre, parce que ça dépend de l'effort que le constructeur a fait au moment d'optimiser sa voiture. Nous, on a les voitures sur notre circuit, on fait le même cycle, et donc on peut savoir exactement la différence. Quand on vous dit qu'une voiture, par exemple, consomme 5 litres d'eau, pour reprendre mon exemple, et qu'une autre fait 6 litres, il y a 0,8 litres de différence. Certains vont nous dire, moi je ne fais pas 5 litres d'eau, je fais 6 litres. Ok, peut-être vous avez le pied lourd. Moi je ne fais pas 5 litres d'eau, je fais 4 litres 8. Ok, peut-être que vous avez une conduite qui est plutôt typée autoconduite. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la différence des 0,6 litres, etc., qu'on va trouver entre deux voitures, vous la retrouverez. Si vous appliquez la même conduite que vous avez d'une voiture à une autre, vous allez retrouver exactement la même différence, celle qu'on vous indiquera. Et c'est ça qui est important dans nos mesures. Je rebondis sur une question d'Alexandre qui nous dit est-ce qu'il est envisageable qu'Autoplus fasse des comparatifs sur les boîtiers pour passer de l'essence à l'éthanol? C'est quelque chose qu'on ne traite pas souvent dans le magazine, mais si, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait très souvent. On l'a fait avec des boîtiers qui étaient homologués, certains qui ne l'étaient pas. Donc certains qui n'étaient pas, donc ils font perdre la garantie, qui sont des choses pas forcément recommandables. Ce qu'on a remarqué la plupart du temps avec l'éthanol, c'est que il y a une certaine surconsommation quand on passe vraiment totalement à l'éthanol, mais qui est largement compensée par le faible prix de ce carburant. Donc ce qu'on a dit, nous, pour le moment, le grand conseil, c'est tant que votre voiture est sous garantie, honnêtement, si vous avez 3 ans de garantie, passez les 3 ans sans ce boîtier. Ne cherchez même pas à comprendre, parce que quand on voit tout ce que les constructeurs réussissent à vous envoyer comme argument dès que vous avez le moindre problème, parfois c'est juste d'être allé dans un Midas alors que la visite était homologuée, etc. Si vous mettez un boîtier sur une voiture, c'est mort. Vous ne réussirez jamais à avoir gain de cause. Donc, tant que votre voiture est sous garantie, ne touchez pas à ça.
Ensuite, une fois que la voiture a plus de garantie, oui, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise idée. Il faut passer chez quelqu'un d'assez sérieux. Vous retrouverez assez facilement dans nos archives tous les tests qu'on a pu faire. Normalement, les boîtiers homologués dans des grosses boîtes, et maintenant il y a même certains centres auto qui pratiquent cette conversion. Vous êtes à peu près tranquille. C'est pas traumatisant pour la voiture. C'est juste un petit réglage de l'injection. C'est pas très très grave. Et si votre voiture est récente, ça posera aucun problème et ça vous permettra d'avoir un carburant à très faible coût. On parlait des consommations de carburant qui sont au plus proche, on va dire, de ce qui se fait par monsieur et madame tout le monde au volant de sa voiture. AutoPlus, c'est un journal qui est proche de son lectorat, qui se veut proche des gens, et c'est pour ça que vous continuez des rubriques telles que les essais lecteurs, par exemple, ou les voix de la voiture au quotidien, qui sont vraiment des mises en situation comme on pourrait en avoir tous les jours. Alors nous, c'est primordial. On a eu des nouveaux arrivants, comme je te le disais tout à l'heure, des personnes qui ont rejoint l'équipe il y a peu. La première chose qu'on dit à tous ceux qui viennent bosser sur AutoPlus, et c'est tout bête, mais il n'y a pas beaucoup de canards qui ont une baseline aussi forte. Alors une baseline, c'est un credo en quelque sorte. AutoPlus, ça a toujours été depuis 88 le journal qui se met à la place du conducteur. Et ça, c'est la première chose qu'on répète à tous nos journalistes. C'est indispensable d'avoir cette idée en tête dès qu'on fait un article pour AutoPlus. Donc, bien évidemment, nos rubriques, elles sont aussi orientées comme ça. On n'est pas là pour essayer que des Ferrari et des Porsche. Ça, c'est bien quand vous êtes journaliste auto, faire une Ferrari, une Porsche ou une BMW M, je ne sais quoi. C'est la récré. C'est la récré, c'est formidable. Hein. Et puis dire qu'un Scénic, c'est un peu ennuyeux, voilà, bien évidemment. Mais la vraie vie, eh ben non, c'est acheter un 3008, c'est acheter une Clio, c'est acheter une Yaris, etc. C'est acheter une Honda Civic, c'est acheter des vraies voitures. Donc nous, on est vraiment là-dessus, on se met à la place du conducteur. Donc bien entendu, les rubriques que tu citais tout à l'heure, notamment la vie quotidienne, donc et tout simplement prendre une voiture pendant une semaine, pas juste l'amener sur le circuit de Montlhéry. Alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Hein. Oui. Mais normalement, quand tout va bien, qu'il n'y a pas de crise sanitaire, amener une voiture, aller faire les courses, donner notre voiture à un des lecteurs. En général, on prend une voiture et puis on demande à un lecteur d'avoir un lecteur qui aurait une voiture comparable. Je reprends un exemple, je prends un Capture, je vais demander à quelqu'un qui a un 2008, je vais demander à quelqu'un qui a un 500X, un Fiat 500X, d'essayer le 2008 et me dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ta voiture? Des fois, il y a un petit peu de mauvaise foi, parce qu'en général, on est plutôt content de sa voiture, sinon on ne l'aurait pas acheté. Mais d'autres fois, il y a des super remarques, des trucs très importants, donc ça, c'est une rubrique qu'on fait vivre. Une autre rubrique qui est importante, c'est SOS Expert. Chaque semaine, on a des lecteurs qui nous appellent, j'en parlais tout à l'heure, des problèmes pour faire jouer la garantie parfois. Cette semaine, j'étais en train de regarder quelqu'un qui avait, je parlais d'un Scénic tout à l'heure, quelqu'un qui avait un Scénic, qui a changé un turbo à 50 000 km, à 80 000 km, il doit refaire changer le turbo. Et Renault prend pas la réparation. Il ne peut pas prendre en charge la réparation. Chaque semaine, on a ça. Je parle de Renault là, on peut avoir VW, on peut avoir Audi, on peut avoir Peugeot, on peut avoir n'importe quel constructeur, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils jouent le jeu, en fait, ils jouent la montre. Ils jouent la montre, ils essayent de se dire, peut-être que celui qui a la voiture, il va un petit peu attendre, et puis il ne nous fera pas faire la réparation, si on lui dit non. Et puis en fait, avec nos conseils, avec un peu de ténacité, en envoyant des lettres, accusés de falsification, etc., on arrive à faire valoir ses droits, parce que c'est juste faire valoir ses droits. Je me souviens d'une fois sur une voiture coréenne, qui sont par ailleurs Hyundai, qui sont des très bonnes marques, mais je me souviens d'une fois un lecteur qui avait eu un problème, on lui disait que son GPS, qui était mort à 30 000 bornes, il était mort parce qu'il avait été mal utilisé. C'est fort. Donc, mal utiliser un GPS, c'est quand même très balèze. Donc, on lui avait donné une lettre type, et bien entendu, il a vu gain de cause, donc il avait remplacé son GPS. C'est une opération à 2 500 €. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Ça, c'est des vrais conseils AutoPlus. Ouais. Ça, c'est typiquement la partie occasion que gère Pierre-Louis Champeau. C'est vraiment son credo que de venir en aide au lecteur. Ça marche vraiment quand on paraît dans AutoPlus et qu'on dit « j'ai un problème avec mon véhicule », on obtient réellement gain de cause? Alors, chaque semaine, on donne un exemple de quelqu'un qui a eu un problème et un exemple de quelqu'un qui l'a résolu. C'est-à-dire que dès qu'on parle de quelqu'un qui a eu un problème, quelques semaines après, on suit l'histoire et on lui dit « qu'est-ce qui s'en est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a eu 80%, il a eu 70%, il a eu 100% du prix de la réparation. On suit l'histoire à chaque fois. Ouais, c'est important parce que sans savoir le poids d'un gros journal comme le nôtre, parfois ça reste lettre morte. Donc nous, on veut des lecteurs là-dessus, c'est important.
Je rebondis dans le fil Facebook. Je vois Jean-Michel qui nous demande est-ce que vous pensez que la mode des SUV va durer? Alors, les SUV, il y a les détracteurs, et il y a évidemment, il y a les grands fans, et le public nous montre, les acheteurs, les automobilistes nous montrent que manifestement les SUV plaisent. Ils ont quand même un énorme atout pour eux, c'est qu'avant, il y avait les berlines traditionnelles, et puis les monospaces. Les monospaces n'étaient pas super sexy, avouons-le, même s'il y a eu des gros progrès, même si des constructeurs ont essayé de faire des progrès en termes de design, de les rendre plus sexy, mais les monospaces n'étaient pas là pour être sexy, c'était là pour être pratique. Les SUV arrivent à joindre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que certains réussissent à avoir une vraie gueule un peu costaud, un peu impressionnante, et puis d'être pratique au milieu. Le grand secret des SUV, c'est le même secret que les monospaces. Hein. C'est finalement d'avoir une voiture qui est assez haute, et plus on monte sur la ceinture de caisse, et plus on arrive à mettre des choses dedans. Donc finalement, dans un espace raccourci, si je prends l'exemple d'une 508, c'est une voiture qui fait quasiment 4,80 m. C'est une voiture qui est très très longue. Si je prends un 3008, on a 4,40 m. On est presque à 40 cm de moins. Et on arrive largement à mettre la même chose dedans, simplement parce que la voiture est plus haute, donc on peut caser beaucoup plus de choses, et même avoir une banquette qui est aussi spacieuse, voire plus spacieuse. Donc ce secret-là fait que, en même temps, on arrive à avoir des voitures qui sont pas mal niveau design. Après, chacun ses goûts, veut, effectivement. chacun ses goûts, mais les SUV avouent quand même que même si vous n'êtes pas un amateur d'SUV, avouons quand même que c'est plus sexy un SUV qu'un Chrysler Voyager. Et pourtant, on arrive à mettre plein de choses dedans. On arrive à faire un design qui est pas trop mal. On arrive maintenant, en employant les mêmes plateformes que les berlines, à avoir des consommations qui sont, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes qui connaissent rien à l'automobile, on arrive à avoir des consommations qui sont extrêmement proches. Donc, finalement, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc, pour répondre au final à votre question, ouais, je pense que c'est un peu parti pour durer, les SUV. Bon, bah, voilà, pas de chance à ceux qui ne les aiment pas. Vous êtes plutôt berline ou SUV? Honnêtement, ou scooter, vous avez le droit de le dire. Je vois tout l'intérêt des SUV. Plus je vieillis, mieux je suis assis dans un SUV. Je suis quand même plus à l'aise pour conduire une berline, c'est sûr. Mais je pouvais avoir une certaine aversion pour les SUV auparavant. Maintenant, avec les SUV qu'on fait à l'heure actuelle, je peux citer des voitures que j'aime beaucoup, comme un XC60 ou un Peugeot 3008. Franchement, c'est des bonnes voitures qui sont agréables à conduire, on est très 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 loin du Land Cruiser de papa, quoi. Ça n'a plus rien à voir de la voiture qui se vautrait totalement au virage. Vous prenez aujourd'hui un 3008, vous pouvez le conduire quasiment comme une 308. Donc la vieille réaction de dire c'est une horreur, ça saute en virage, il y a les rétros qui touchent le sol à chaque épingle. Non, c'est pas tout à fait vrai. Bien entendu, comme n'importe quel amateur d'automobile, vous lui donnez une Porsche 911 ou vous lui donnez un RAV4, bon, bah, oui, forcément, on prend plus de plaisir à bord du 911, mais comme la plupart de nos lecteurs, j'ai pas les moyens de me payer une Porsche 911. Donc un 3008, par exemple, c'est pas mal. Puisqu'on est sur les tendances, il y a Frédéric qui nous demande est-ce que vous pensez que l'électrique, c'est l'avenir? Ah, c'est très très compliqué et très long comme réaction. C'est l'avenir, non. C'est une partie de l'avenir, oui. C'est l'avenir, non, parce que ça ne peut pas remplacer toute la mobilité. C'est juste impossible. À moins vraiment de créer un réseau ultra complet, on en est très loin. Il y a Tesla qui fait des bonnes choses. On a pu le tester et puis bientôt on fera un sujet très complet dans Opus là-dessus. Mais c'est pas encore la panacée. Faut pas rigoler, quoi. C'est pas encore une voiture thermique, quoi. En revanche, là, pour tout vous avouer, pendant le confinement, je continuais, on était encore 2 ou 3 à aller à la rédaction, donc sur les 50 personnes dont je te parlais. J'ai eu des voitures électriques pendant 1 mois et demi. En ville, objectivement, c'est génial. Tant qu'on fait pas de route, c'est génial. Il n'y a pas d'à-coup de boîte, il n'y a pas un pet de bruit, ça a une pêche pas possible au démarrage. Dès qu'on est en ville, c'est génial. Dès qu'on veut faire de la route, faut arrêter de rigoler, c'est pas du tout une routière. Vous prenez une Zoé, c'est pas fait pour faire ça. C'est super en région parisienne, c'est super en région lyonnaise, à Bordeaux, à Marseille. C'est des voitures fantastiques. Si vous faites de la route,
c'est une deuxième ou une troisième voiture, donc c'est plutôt une voiture de ménage assez aisée. Ça remplacera probablement, d'ici quelques années, à 100% la deuxième voiture des ménages. C'est probable. Pas la première voiture. Pas à l'heure actuelle. Les Tesla, c'est un bon système, mais ça reste très cher. Il faut trouver un autre système. À mon sens, et on va peut-être y arriver, et ça dépendra des bonus que donneront le gouvernement. À mon sens, pour le moment, la motorisation de transition, ça va être l'hybride rechargeable. C'est-à-dire une hybride, pas comme une simple Prius, c'est une hybride qu'on peut mettre à la prise, qui nous permet de faire 40-50 km 100% électrique, autrement dit de faire son trajet maison, travail tous les jours à l'électrique, et puis dès qu'on veut partir en vacances, dès qu'on veut partir en week-end, dès qu'on veut aller voir la famille le week-end, il y a un moteur essence qui se recharge, qui se met en route, et là il n'y a plus aucun problème, on peut faire son plein en 2 minutes et pas en une demi-heure, ou pas en 1 heure, et pas aller chercher une station de recharge rapide. Le rétrofit, pardon, j'ai parlé un peu vite, mais cette technique qui consiste à convertir un véhicule thermique de plus de 5 ans en version électrique, vous en pensez quoi ? C'est quelque chose qui peut marcher selon vous ? Alors c'est amusant, il y a 2 trucs là-dessus. Le premier truc, c'est que pour le moment, il n'y a pas de bonus qui est prévu, il n'y a aucun bonus qui est en place et il n'y a aucun bonus qui est prévu. Or, c'est une technologie qui va coûter aux alentours de 10 000, 15 000 euros. Donc, prendre une vieille Clio, une vieille Twingo pour aller rajouter 10 000 ou 15 000 euros de moteur électrique et de batterie, c'est juste impossible. Donc, pour le moment, c'est mort. Quand il y aura des offres, ça pourrait être plus intéressant. À mon sens, pour le moment, c'est très intéressant, notamment sur les voitures de collection. Ça, c'est pas mal. Une voiture qui aurait perdu son moteur ou qui coûterait trop cher ou qui n'était pas réputée pour son moteur. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais vous prenez une vieille 4L, c'est pas une voiture non plus, on parle pas d'une Testarossa, quoi, hein. Une vieille 4L, c'était pas une voiture qui était réputée pour son moteur. Donc, la faire en rétrofit, ça pourrait être rigolo. Le problème, voilà, c'est qu'il n'y a pas la moindre aide et c'est que les voitures de collection ne sont pas impliquées dans le projet de loi qui vient de passer. Donc, pour le moment, les voitures de collection sont exclues. Donc, on n'a que les voitures de plus de 5 ans. Mettre 10 000 euros d'investissement dans une voiture de plus de 5 ans, je vois pas l'intérêt. Le mettre dans une voiture de collection, je vois l'intérêt, mais ça doit être fait à titre isolé et donc beaucoup plus cher. Donc, pour moi, cette loi est assez inutile à l'heure actuelle. On parle électrique. On est d'accord que la base de Montlhéry, aujourd'hui, les mesureurs sont capables de mesurer exactement l'autonomie des véhicules. Et c'est d'ailleurs les chiffres d'autonomie mesurés par le labo AutoPlus que vous mettez chaque semaine dans les pages du magazine quand le sujet en question est relatif à une électrique. Oui, bien sûr. On peut mesurer l'autonomie, et on peut mesurer aussi la consommation d'électricité même, les recharges, etc. Alors c'est beaucoup plus long qu'une voiture thermique. Ça demande aussi beaucoup plus de précautions. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'entretien soit parfois aussi cher que celui d'une voiture thermique. C'est-à-dire que l'entretien d'une voiture électrique est censé être beaucoup plus simple, mais au final il revient quasiment aussi cher parce que ça demande énormément de précautions. Faut savoir qu'ils ont des gants, mais qui sont absolument énormes. Faut mettre normalement la visière, il faut avoir quelqu'un qui soit capable de vous retirer d'un coup de bâton si vous prenez un électrochoc, parce que sinon vous pouvez rester collé au moteur. Il faut énormément de précautions, il faut faire très gaffe. Nos mesureurs ont eu des formations spécifiques pour savoir mesurer ces voitures. On a évidemment différents types de chargeurs. Donc oui, on peut tout mesurer. Et l'autonomie, c'est effectivement celle qu'on trouve. Et avec nos cycles, c'est ça qui est important, parce que la plupart du temps, sur une voiture électrique, on donne une autonomie globale, qui est souvent la meilleure. Il faut savoir que la meilleure, c'est celle en ville. Contrairement à une voiture thermique, où la meilleure, c'est plutôt celle sur route, une voiture électrique, la meilleure, c'est celle en ville, avec un cycle urbain. Donc en général, la meilleure autonomie que vous trouvez, c'est celle en ville, et c'est absolument pas celle sur autoroute. Donc nous, on donne l'autonomie sur autoroute, l'autonomie sur route, avec limitation à 80 km/h, on peut en reparler, et l'autonomie en ville. Selon un protocole bien défini, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite d'ailleurs à aller voir le même protocole que celui des thermiques. Voilà, je vous invite à aller voir des vidéos sur autoplus.fr qui démontrent effectivement comment sont mesurées les voitures à Montlhéry. Je vois l'heure qui tourne, du coup on continue notre fil de questions et puis ça va peut-être donner des idées à certains sur le fil Facebook. Autoplus, c'est aussi des actus, des scoops. Comment ça se passe à la rédaction du journal pour, vous l'avez dit, François et Saïda, qui sont les deux journalistes attitrés à cette rubrique, pour trouver leur sujet, sachant que, je ne sais pas si les lecteurs le savent, mais
Auto Plus ne sort pas tout de suite une fois que le journal est bouclé. Il y a quand même un délai de fabrication qui est assez conséquent. Oui, alors on ne peut pas rebondir et quelque part, alors ça nous pose problème parfois parce qu'on a effectivement 5 jours à une semaine de délai. Donc on ne peut pas rebondir sur quelque chose qui vient de se produire. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est à nous de trouver des scoops, c'est à nous de trouver des actus en avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de reprendre une actu qui aurait été trouvée par un confrère et de rebondir dessus. C'est à nous de trouver des choses. Pour ça, François Tarin et Saïda Djerada ont des grosses bases de contacts, connaissent à peu près tout le monde de l'automobile. Quand je dis le monde entier de l'automobile, c'est-à-dire passer aussi bien un coup de fil chez Renault qu'au ministère de l'écologie, qu'au ministère de l'Intérieur, qu'à tel équipementier, qu'à tel spécialiste du contrôle technique ou à Monsieur Noroto. Ils ont des contacts à peu près partout et ils arrivent à avoir beaucoup d'infos, parfois off. Ils ont aussi notamment les syndicats de police, ils ont des spécialistes des radars. Ils ont à peu près tout le monde. Simplement parce qu'aussi on jouit de l'aura d'Autoplus, qui est vraiment la référence en la matière. Donc beaucoup de personnes du monde de l'automobile, quand elles souhaitent s'exprimer, vont voir les actus Autoplus. Donc régulièrement, toute la semaine, ils ont le téléphone accroché à l'oreille, et puis ils font le tri entre les infos desquelles on pourrait faire quelque chose et celles qui sont sans trop d'intérêt, on va dire. Il faut toujours arriver avec un angle différent et y avoir effectivement cette petite touche Auto Plus qui fait que ça se distingue de tout le reste. Si c'est pour faire comme au JT de France 2 et au JT de TF1, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je suppose que nos lecteurs habituels nous voient régulièrement les journalistes d'Auto Plus intervenir dans les JT de France 2, TF1, France 3, M6, etc. Ouais, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, nos journalistes connaissent vraiment toutes ces questions-là et en fait font référence. Donc, c'est pas à nous de rebondir sur ce que disent les journalistes de BFM. C'est à nous de les informer sur tout ce qui concerne l'automobile. Les petites infos croustillantes comme l'actu des plaques ou les derniers radars installés, c'est typiquement l'essence même d'Autoplus. C'est ça qu'aiment les lecteurs, c'est d'avoir cette petite info qu'on trouvera finalement nulle part ailleurs. Oui, mais ça, on n'imagine pas le boulot que c'est. Ça peut paraître tout simple d'avoir les petites actus radars, comme tu disais, Gerline, mais c'est un boulot de dingue. C'est-à-dire qu'on a vraiment plusieurs personnes qui sillonnent les routes, qui sont des malades, et qui font une obsession sur les radars. Et on les remercie d'ailleurs, parce que ça nous permet, nous, d'avoir énormément d'infos. On se doit d'avoir toutes les infos là-dessus. On ne peut pas laisser passer, on ne peut pas attendre qu'un radar soit déployé pour le savoir. On doit le savoir avant même qu'il soit déployé. Et ouais, effectivement, c'est l'essence aussi d'Autoplus. Pour la même raison, c'est à la place du conducteur. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas trop l'habitude sur mon trajet maison-travail, entre, je sais pas, Chalon-sur-Saône et mon boulot, d'aller tranquillement... Formidable, Nicolas. On te retrouve et non, on te repère. Tu as peut-être des appels simultanés sur ton téléphone. Ouais, il y a eu un petit appel. Je sais pas si tu me vois, Gerline. Oui. Bon, on super. Vous voit, oui. Oui, je disais sur les radars, on doit le dire avant qu'ils soient installés. On ne peut pas laisser quelqu'un se faire piéger parce qu'il aurait roulé à 72 km/h au lieu de 70 sur une petite voie avec une imitation spécifique. On doit informer tout le monde, c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est ce qu'on fait depuis qu'ils ont commencé à installer des radars. Le but, et on le voit très bien avec nos lecteurs, c'est pas d'avoir des Fangio qui roulent à 200 km/h. C'est pas du tout l'idée. C'est éviter de se faire piéger pour 1 ou 2 km/h de trop, juste parce qu'on n'a pas regardé son compteur. Nous, c'est ça l'idée. C'est pas du tout d'aller encourager les gens à rouler à des vitesses pas possibles, simplement parce qu'on est parti du constat, qui n'est pas celui de la sécurité routière, mais qui nous semble très important, qui est celui de dire que la plupart des accidents arrivent pour des problèmes d'alcool, des problèmes de somnolence, et que la seule cause qui est pointée du doigt, c'est la vitesse, parce que c'est simplement celle qui est facile à contrôler, celle qui rapporte. C'est beaucoup plus compliqué de contrôler l'alcoolémie, de contrôler la somnolence, de contrôler la reprise de médicaments, ou de contrôler la drogue, etc. Donc, c'est juste de dire, il y a plusieurs causes à une conséquence, et on tape sur la même parce que c'est la seule qui rapporte.
Donc nous, on essaie de se mettre à la place du conducteur et de les protéger un petit peu. Et lancer, comme on l'a fait par le passé, des opérations, notamment quand il y avait eu, je rebondis sur le référendum où on avait effectivement essayé de se rapprocher un maximum des gens, savoir ce qu'ils voulaient, etc. C'est vraiment le cœur d'AutoPlus. J'ai Jean-Michel sur Facebook qui nous dit, c'est une question d'actu, il y a beaucoup de petits fournisseurs qui risquent la faillite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque plus global pour l'industrie automobile, selon vous ? Là, il y a un risque énorme. Alors, l'avantage de l'industrie automobile, c'est qu'elle est tellement importante en France. On parle de plus d'un million d'emplois directs. C'est qu'il va y avoir vraiment un soutien du gouvernement. Et si on n'a pas confiance en gouvernement, on peut avoir confiance dans les lobbyistes spécialistes du domaine de l'automobile qui vont faire pression sur le gouvernement pour ne pas laisser tomber ce secteur-là. Ce serait une telle catastrophe sociale de laisser tomber l'industrie automobile qu'elle serait on ne peut plus néfaste pour le gouvernement. Donc, même si on n'a pas foi en leurs paroles, on peut avoir foi en les lobbyistes qui régulièrement font tout pour que ça passe. Je parlais tout à l'heure, par exemple, c'est tout simple, hein, mais des hybrides rechargeables. Ça fait très longtemps que les spécialistes d'automobile, nous les premiers, disons que c'est une technologie d'avenir. Tant que les Français n'avaient pas d'hybride rechargeable, il n'y avait pas d'aide. Et puis là, Peugeot vient d'en fournir, Renault va s'y mettre, et puis on est en train d'entendre dire qu'en septembre, ça devrait arriver, comme par magie. Donc, c'est juste pour dire l'importance des lobbyistes. Le gouvernement ne laissera pas tomber l'industrie automobile, c'est impossible. Alors oui, il va y avoir de la casse, mais il y en avait déjà avant. Malheureusement, on a vu que beaucoup de constructeurs commençaient à délocaliser. Ça, c'est une plaie. Réellement, c'est une plaie aussi pour les petits fournisseurs. Ils ne doivent pas les laisser tomber. Alors j'espère, là c'est un avis purement personnel, mais j'espère qu'en contrepartie de toutes les aides que va nous donner le gouvernement français, il y aura une contrepartie qui sera celle de faire bosser les fournisseurs français. Voilà, ça c'est important. On va peut-être pas réussir à faire relocaliser toutes les usines en France, ça risque d'être un peu compliqué, notamment pour les petites voitures. Mais en revanche, on peut les obliger à vraiment se fournir en priorité auprès des fournisseurs français. Fais rêver Nicolas pour qu'on retrouve un peu le sourire parce que là vous nous avez un petit peu plombé. C'est quoi la couve du numéro qui sort dès demain sur autoplus.fr et dès vendredi en kiosque? Alors, je peux même vous la montrer, c'est une petite miniature, c'est tout mignon. Oui. C'est les petites sorties que me donne le directeur artistique quand il a fini la couve, Cédric Niel. Voilà, on a un spécial. Je pense qu'on peut le décaler un tout petit peu, non c'est bon, tout le monde voit bien. Parfait. Voilà, nickel. On peut la mettre de plus loin. Ouais. Voilà. Un spécial nouveauté. Ouais. Et comment c'est possible? Vous les avez pas vus? Mais si, parce que justement, les constructeurs, ce que je disais tout à l'heure, les constructeurs nous ont envoyé plein de photos. Parce qu'ils s'ennuyaient pendant le confinement, ils avaient les voitures, ils ne pouvaient pas nous les montrer. Donc à la place, ils nous envoyaient des photos. Donc on a plein de voitures à montrer. Alors c'est vrai qu'on les a pas encore vues, c'est pas des essais bien sûr, hein. C'est juste les nouveautés. On a notamment la 3 berline qui est assez sympa qu'on a mis en couve. On a aussi essayé la nouvelle Golf, mais cette fois-ci en vie quotidienne. On en parlait tout à l'heure, Géraldine. Donc on allait essayer de faire des courses avec et tout. On va se rendre compte d'ailleurs que la Golf elle n'est pas du tout aussi pratique qu'avant. Moi je l'ai eu pendant 2 semaines. La Golf qui était vraiment la championne de l'ergonomie, on s'est rendu compte que ça devient très compliqué. Ils sont passés à la mode du tout tactile, c'est un peu décevant. Avant, ils avaient gardé quelques boutons bien sentis, là, quelques erreurs, même quelques bugs. Et puis, on allait se demander si les Dacia, qui a une gamme, hormis le Duster, qui a une gamme un peu vieillissante, étaient encore au niveau. Certes, les prix sont top, mais ils sont très peu négociables, et 2, la qualité est sur certains modèles un peu en dessous. Alors, justement, dans ce dossier, on va voir que avec le déconfinement, il commence à y avoir une petite marge de négociation. Et puis, bien entendu, on attend la prochaine Sandero. Évidemment. Et j'ai vu sur le côté de la couverture tout un sujet sur le déconfinement, c'est-à-dire que vous allez aider les lecteurs effectivement à préparer leur voiture si ce n'est pas déjà fait à la remise à la route. Oui, alors là, pour tout vous avouer, moi, je suis pas un grand mécanicien, c'est peu dire. Je peine déjà des fois à changer une ampoule. Et heureusement, on a dans la rédaction Jérôme Fombelle, qui est notre spécialiste du pratique, que vous aurez la semaine prochaine dans Facebook Live. Et bêtement, je suis juste allé lui demander ce que je devais faire pour redémarrer une voiture
qui n'avait pas roulé depuis 2 mois. C'est des questions qu'on me posait, moi, à droite, à gauche, avec certaines craintes. Alors, il nous répond avec tous les bons conseils, que ce soit sur la pression des pneus, que ce soit sur le lavage, que ce soit sur la batterie, etc. Et donc, il nous explique un peu comment faire tout ça. On parle aussi du forfait de déconfinement qu'on est en train de voir tout de suite, qui est un forfait de désinfection des voitures qui est proposé par les centres auto. Sans vouloir gâcher le suspense, ça ne sert pas grand-chose. Et puis, éventuellement, si vous êtes fait pincer avec le fameux PV de 135 € parce que vous étiez 2 en voiture, alors que vous aviez une bonne raison d'aller quelque part, on vous donne toutes les astuces pour pouvoir contester ce PV. Pour finir, Nicolas, j'ai 4 petites questions, enfin 3 maintenant, puisqu'il y en a une qu'on a élucidée tout à l'heure. C'était quoi votre première voiture ? Ouais, j'ai un peu honte, mais c'était une 2 chevaux. Voilà. Il n'y a pas de honte à avoir. Non, mais si j'ai honte, ça a l'air de me faire plus vieux que je ne suis. C'était déjà une vieille voiture, hein. Je ne suis pas si vieux que ça, mais c'était une Dodge. Ouais. C'est une Dodge avec laquelle j'ai fait beaucoup de routes et qui a toujours été fantastique. Et l'actuelle ? Et l'actuelle, c'est un scooter, parce que malheureusement, je suis en région parisienne, que j'ai une seule place de parking et que je dois essayer beaucoup de voitures pour pouvoir justement donner mon avis. Si je veux donner mon avis, il faut que j'essaye plein de voitures, il faut que j'en ramène une quasiment chaque soir. Et pour faire ça, il faut que je garde ma place de parking. Une place de parking, c'est très cher à Paris. Et que je me ruinerais si j'avais une voiture à moi à l'heure actuelle. Mais pour le moment, donc, c'est juste un scooter qui est réussi à tenir derrière une voiture. Bon, c'est déjà pas mal. La question de SUV ou berline, on l'a élucidée tout à l'heure. Celle de électrique, thermique ou hybride, vous nous avez répondu en nous disant que vous étiez plutôt PHEV. Moi, je vais juste rajouter un petit mot, savoir si vous pensez que l'hydrogène a de l'avenir aussi. Honnêtement, l'hydrogène, à l'heure actuelle et pour encore longtemps, coûte en termes de rejet carbone plus cher à produire que les combustibles fossiles. Donc, autrement dit, on émet plus de CO2 à produire de l'hydrogène que lorsqu'on consomme simplement du pétrole. Il n'y a aucun système de distribution qui est encore développé. Chaque station-service hypothétique d'hydrogène coûterait des fortunes. Ça me paraît très loin. Il faut déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire trouver un système pour fabriquer de l'hydrogène qui serait moins coûteux en CO2 que d'extraire le pétrole. On en est encore très loin. Alors, c'est super parce que vous conduisez une voiture à hydrogène, vous avez une petite goutte d'eau qui sort du pot d'échappement, soit 3 fois rien. Vous pouvez faire le plein aussi rapidement qu'avec une voiture thermique. Sur le papier, c'est génial. Mais il faut regarder un peu en amont, c'est un peu comme l'électrique, quoi. Il faut un peu regarder les conséquences, il faut un peu regarder ce qui se passe quand on fait des voitures comme ça. Et là, à l'heure actuelle, on ne sait pas faire ça bien. On sait faire une bonne voiture à hydrogène, mais on ne sait pas bien produire de l'hydrogène. Quand on saura produire de l'hydrogène en consommant moins d'électricité que pour produire du pétrole, on y arrivera. Mais on en est encore très loin. Vous avez parlé d'un terme et du coup, ça me fait réagir tout de suite. Je me dis, les histoires de CO2 de la Commission européenne, vous trouvez ça complètement crétin qu'on ne se base que là-dessus pour évaluer le taux de pollution d'un véhicule ? C'est très compliqué, c'est très difficile à expliquer. Il y a 2 types de pollution. Il y a le CO2 qui va engendrer des problèmes pour le développement durable, des problèmes climatiques dont on parle beaucoup. Et puis, il y a la pollution directe en ville. Il y a la pollution directe. La pollution directe, elle gêne plutôt les citadins. Quand vous conduisez en plein milieu de la Creuse, que vous conduisiez un diesel non fapé, c'est pas un très gros problème. Quand vous faites la même chose à Paris, où il y a 300 personnes autour de vous, c'est un gros problème. Donc voilà, les problèmes de CO2, ils peuvent se régler effectivement. Ils sont très compliqués à régler parce que, quel que soit le type d'énergie, l'électricité, l'hydrogène, le pétrole, il y a toujours des problèmes de CO2. Et le pire, c'est qu'à l'heure actuelle, le carburant qui consomme le moins de CO2 ou qui rejette le moins de CO2, c'est le diesel. Donc, allez faire comprendre ça. Et le carburant le plus polluant directement, c'est-à-dire à la sortie du pot d'échappement, c'est le diesel. Donc c'est un débat énorme et on n'est pas prêt de le régler. Encore une fois, la bonne solution pour éviter de rentrer dans des grands débats, c'est le PHEV, c'est-à-dire l'hybride rechargeable. On fait de l'électricité en ville, là où il y a 300 personnes autour de vous quand vous conduisez, des enfants, des gens qui attendent l'autobus, des personnes partout. Là, vous rejetez aucun gaz, donc vous ne faites de mal à personne. Et puis, quand vous conduisez sur l'autoroute, au fin fond de la France, sur le grand ruban noir,
et ben là, vous pouvez allumer votre moteur à l'essence. Pour le moment, c'est la seule solution intelligente que les êtres humains ont inventée. On verra plus tard. Si je fais du mauvais esprit, après, on parle du recyclage de la batterie, tout ça. Enfin, voilà. C'est... 1 milliard. Le débat est sans fin. Le débat est sans fin. La seule chose pour laquelle on est sûr, c'est sur la pollution directe. Donc, pas le CO2, pas le développement durable. La pollution directe, oui, une voiture hydrogène, une voiture électrique, en ville, c'est génial, ça ne rejette rien. Vous pouvez mettre votre nez sous le pare-choc arrière, il n'y aura aucun problème, même quand la voiture démarre à fond, vous n'aurez aucune pollution. Là, on parle de pollution directe, mais on ne parle pas de dérèglement climatique, on ne parle pas de développement durable, on ne parle pas de la survie des planètes et des ours polaires. Allez, une dernière question, Nicolas, pour finir cet entretien, puisque ça va bientôt faire 1 heure qu'on est tous ensemble. La voiture du futur, selon vous, elle sera comment? Toujours avec un volant ou pas? Ouais, ça c'est indispensable, sinon c'est pas une voiture. Sinon, il ne faut pas appeler ça une voiture, c'est un transport en commun. Si la conduite autonome aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Beaucoup de constructeurs y travaillent, donc finalement. Et on a tout testé, et ça se développe de plus en plus aux États-Unis. Quand on a des villes avec des plans en damier, avec des gens qui respectent les passages piétons, les feux rouges, les feux verts, etc. Et encore, il y a déjà eu des accidents. Faire apprendre à une machine à aller dans un centre-ville médiéval d'une petite ville française où on passe à peine avec une Clio, je leur souhaite bon courage. C'est pas pour demain. Appuyer sur son GPS et dire amène-moi à tel point qui a 150 bornes et plus toucher le volant. C'est pas pour demain. Conduire sur autoroute, ouais, beaucoup de voitures sont déjà capables de le faire. Conduire sur autoroute tout seul, mais honnêtement, est-ce que c'est compliqué la conduite sur autoroute? Je pense pas. On y arrive très bien. Conduire dans un centre-ville médiéval européen, avec des gens qui traversent à droite, à gauche, sans passage piéton, des rues qui sont plus étroites, plus larges, des pavés, une église, c'est impossible. C'est impossible à gérer, en tout cas pas tout de suite. Peut-être dans 50 ans, mais pas tout de suite. Donc pour le moment, c'est sympa. Et puis, c'est sympa sur autoroute, mais et puis en plus, honnêtement, ça fait pas rêver. Ça fait rêver pour éviter l'accidentologie, parce que c'est sûr que personne s'endort. Voilà, c'est le gros problème des rares accidents sur autoroute, mais c'est pas là qu'il y a le plus d'accidents. C'est sur départemental. Donc bon, c'est super, ça va éviter les quelques accidents sur autoroute, ça va éviter, en tout cas aux utilisateurs, des PV injustifiés sur autoroute à 135 km/h. C'est pas ça qui évitera le plus gros des accidents. Et puis ça pose un autre problème, c'est le problème philosophique. Le problème philosophique, c'est que moi je vois en face de moi une vieille dame traverser devant moi, à ma droite une femme et des enfants, je fais quoi? Je fonce sur la vieille dame, je me tue en allant à gauche, ou je fonce sur la femme et ses enfants. Ça, c'est un problème philosophique, c'est un problème que pourra régler un ordinateur. Donc il y a un gros problème par rapport à ça. Est-ce que je me fous en l'air en allant dans le fossé si je vois une bête qui traverse? Est-ce que je culbute la bête qui traverse en me disant bon bah c'est pas si grave, je vais abîmer ma voiture, mais mon enfant derrière il n'aura rien? Ça, c'est des problèmes qu'un ordinateur peut pas régler, c'est des problèmes philosophiques, et ça on n'est pas prêt de réussir à trouver une solution. Bon, alors sur ces bonnes paroles. Sans parler du plaisir de conduite, hein. Ah oui, quand même. Sans parler du plaisir de conduite, parce que ça c'est quand même aussi important. Je sais qu'on a de moins en moins le droit d'en parler, mais bon sang, se prendre une bonne route sinueuse avec une voiture qui va bien. On arrive même à se faire plaisir en respectant tout à fait les bonnes vitesses. Je ne l'ai pas encore sorti, je le sors à chaque fois que je parle. Je viens du Puy-de-Dôme. Je suis originaire du Puy-de-Dôme où il y a des routes fantastiques. Et croyez-moi bien qu'à moins de 80 km/h, on arrive à s'éclater avec des voitures sans créer de danger. Et ça reste impossible en voiture autonome. Bon, ça, l'avantage, c'est que les lecteurs d'Autoplus seront rassurés. Vous avez toujours la petite flamme, vous êtes toujours passionnés, donc on aura toujours autant de plaisir à lire Autoplus les prochaines semaines et même les prochaines années. Nicolas, je vais vous remercier d'avoir passé cette heure avec nous sur le Facebook d'Autoplus. Merci Géraldine. Vous avez été nombreux à réagir et je vous en remercie encore. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je ne sais plus quelle date on est. Le 20, je crois. Ce sera ça. Oui, c'est ça. Mercredi 20 pour un live avec donc Jérôme Fombelle, avec qui on abordera l'achat d'une voiture de collection. Il vous donnera toutes les bonnes astuces pour ne pas vous faire avoir et trouver surtout la perle rare. Je vous salue. Je vous dis à bientôt. Très bonne soirée à tous et à bientôt sur autoplus.fr.